Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, c'est une première pour vous et pour moi. Vu la situation exceptionnelle que nous sommes en train de vivre, eh bien, je vous ai fait un cours qui sortait un petit peu de l'ordinaire. Euh, donc, il vise à corriger les questions que je vous avais données sur le créneau du lundi matin. Euh, et en même temps, vous expliquer un petit peu, tant que se peut, la leçon et vous donner une trace écrite pour que vous ayez un minimum, en quelque sorte, pour préparer dans des conditions pas trop mauvaises, minimalistes, on va dire, les épreuves du bac qui, à ce jour, vous le savez, sont maintenues. Donc j'espère que vous vous portez bien tout d'abord. C'est le plus important, hein. On a coutume de formuler au moment des vœux, souhaiter une bonne santé à tout le monde. Bon ben là, avec 3 mois de décalage, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne santé, à vous, à vos proches. Et j'espère que vous prendrez un petit peu du bon côté ce confinement et ces conditions qui sont un petit peu radicales, mais vous le savez, c'est pour la bonne cause. Donc voilà, on essaye tous de se comporter en citoyen responsable pour que cette crise sanitaire soit le plus courte possible et qu'on puisse se retrouver le plus rapidement possible dans ce beau lycée Jean Lursac qui doit commencer déjà, j'en suis sûr, à vous manquer. Bon, donc, en ce qui concerne la troisième partie de ce cours de géographie, nous allons commencer dans cette troisième et dernière partie une étude de cas, un petit peu comme nous l'avions fait pour le continent américain, où nous avions terminé par l'étude des deux principales puissances de la région, à savoir le Brésil et les États-Unis. Nous allons faire de même avec ce cours sur l'Asie du Sud et de l'Est, en mettant l'accent sur la Chine et le Japon, qui sont à l'heure actuelle les deux principales puissances régionales, à la fois principale puissance de la région. On pourrait y rajouter l'Inde à l'heure actuelle, étant l'Inde a connu une ascension fulgurante depuis une quinzaine d'années. Euh, mais bon, l'Inde reste toujours en termes de PIB derrière la Chine et le Japon. Donc on peut considérer que ces deux puissances sont les deux principales du continent. Et plus que des puissances régionales, ce sont devenues toutes deux de véritables puissances mondiales. Alors c'est plus ancien pour le Japon, puisque le Japon, vous le savez, a été le pays le plus anciennement développé et industrialisé du continent asiatique. Il reste aujourd'hui le pays le plus riche, si on considère le salaire moyen par habitant. Le niveau de vie des Japonais est aujourd'hui légèrement au-dessus de celui des Français et bien au-dessus de celui des Chinois. Donc le niveau de vie des Japonais reste un petit peu au-dessus, très au-dessus de celui des Chinois. Le pays reste aussi plus développé, plus avancé d'un point de vue technologique, mais pour combien de temps, hein, c'est un petit peu la question qu'on serait tenté de se poser, tant l'émergence de la Chine est elle aussi très rapide. Et depuis une trentaine d'années, les Chinois ont connu une croissance économique qui leur a permis aujourd'hui d'atteindre, puis de dépasser même la puissance économique japonaise, hein. Et au vu des potentialités de la Chine, on peut imaginer que le Japon aura de plus en plus de mal à rivaliser avec cette hyperpuissance en devenir qu'est la Chine. Comment en est-on arrivé là? C'est un petit peu ce qui va guider cette troisième partie. Comment en est-on arrivé à cette situation économique pour ces deux pays respectifs? C'est ce que nous allons voir.
à partir de maintenant. Donc tout d'abord, dans un grand âge, je vous proposez d'étudier ces trajectoires économiques croisées que celles de la Chine et du Japon. Et je vous demandais à travers les questions, les exercices que je vous avais donnés ce matin, de répondre à la problématique suivante: comment se manifeste la puissance économique de la Chine et du Japon? Alors pour cela, je vous avais posé donc 4 questions. La première, à partir de documents qui étaient dans votre manuel, je vous demandais comment ont évolué les PIB nippons et chinois. Nippon, vous savez, ça signifie du Japon, tout simplement, pour éviter les répétitions dans une composition, une étude de doc, pour éviter de toujours écrire toutes les phrases japonais, japonaise, japonais, japonaise. Bon, vous pouvez varier avec l'adjectif nippon, nippon. Ça peut éviter un peu les redondances. Et bon, voilà, dans l'expression écrite, c'est toujours appréciable pour le correcteur de voir que vous avez un vocabulaire enrichi et varié. Donc pour cette première question, on pouvait dire que de la fin des années 1960 jusqu'à la fin des années 1990, le PIB du Japon a augmenté de manière continue, avant de connaître une période un petit peu en dents de scie à partir de la fin des années 90, liée à une crise bancaire qui a secoué assez profondément l'économie du pays, et crise de laquelle le pays est sorti difficilement. Et je dirais que depuis, la croissance est un petit peu plus aléatoire, un petit peu plus irrégulière pour le Japon. La Chine, de son côté, a connu un décollage économique beaucoup plus tardif, puisque c'est dans les années 90, début des années 90, que la croissance chinoise va véritablement s'emballer. Depuis, elle n'a cessé de connaître un rythme effréné, même si, on l'a vu dans le chapitre d'histoire, depuis le début des années 2010, cette croissance ralentit. Ça ne l'a pas empêché dans tous les cas de dépasser le Japon, puisque le PIB de la Chine a dépassé celui du Japon en janvier 2010. Donc la Chine est depuis, vous le savez, la deuxième puissance économique de la planète, juste derrière les États-Unis et juste devant le Japon, qui lui a été relégué à la troisième place. On peut imaginer que la crise que l'on connaît actuellement, la crise sanitaire, la crise du coronavirus qui est née en Chine, aura un impact sur le taux de croissance chinois, mais comme il devrait avoir aussi un impact sur le taux de croissance du Japon, et même, j'ai envie de dire, de tous les pays du monde, puisque vous avez dû le suivre au cours de ces derniers jours, les crises, enfin les places boursières de la planète sont toutes effondrées les unes après les autres. Bon, même si depuis quelques jours il semblerait qu'elles rebondissent un petit peu, cette crise sanitaire donc va entraîner un ralentissement économique au niveau mondial à coup sûr, même si bien entendu il est très tôt pour tirer des conséquences de cette crise crise sanitaire au moins qui ne fait que commencer. Deuxième question, je vous demandais quelle différence majeure présente la puissance japonaise par rapport à son homologue chinoise. Là, donc, il fallait me dire que le Japon est un pays plus riche. Je vous l'ai dit un petit peu à l'introduction tout à l'heure. Si on regarde le PIB par habitant, il reste environ 3 fois plus élevé que celui des Chinois, puisque les documents que vous aviez datent d'un certain nombre d'années. Il y a des documents plus actualisés qui montrent que l'écart s'est un petit peu resserré au niveau du PIB par habitant de ces deux pays, mais le salaire moyen des Japonais reste très au-dessus de celui des Chinois. Donc le Japon est un pays plus riche, c'est un pays plus développé, ça on le voit par rapport à la composition de la population active. C'est une population qui est très majoritairement tertiarisée, ce qui n'est pas le cas tout à fait de la population chinoise. Et troisième aspect de l'économie japonaise, qui
troisième distinction avec son homologue chinoise, c'est que le Japon reste un pays plus avancé technologiquement. Là, les chiffres sont frappants. Le Japon, au moment donc, des documents, je le répète, qui ont quelques années maintenant, possédait 5 fois plus de chercheurs que la Chine pour une population 10 fois moins importante. Donc vous voyez un petit peu le ratio de chercheurs par habitant, il est très au-dessus au Japon, et donc ça c'est la preuve que le Japon, technologiquement parlant, en termes de nouvelles technologies, là aussi a une longueur d'avance sur la Chine. Troisième question maintenant, je vous demandais quel est le facteur essentiel de la croissance économique de la Chine, d'après les documents qui vous étaient proposés encore une fois. Le facteur principal est l'ouverture au commerce extérieur, ça on l'avait vu lorsqu'on avait étudié la Chine dans le chapitre d'histoire. Cette ouverture au commerce extérieur qui va être décidée, vous vous en souvenez, par Deng Xiaoping, qui va se mettre en place à partir des années 1980, mais aussi à la mobilisation de son énorme réservoir de main-d'œuvre. La Chine, première puissance démographique de la planète, a une main-d'œuvre très nombreuse, très bien formée. Bon, on avait vu tout ça en histoire, je ne me répète pas. Donc cette main-d'œuvre nombreuse, cette main-d'œuvre qualifiée, eh bien, va être une aubaine pour les firmes transnationales qui vont délocaliser leur unité de production en Chine et faire de ce pays ce qu'on va appeler l'atelier du monde. Là aussi, il faut un petit peu actualiser la réponse, puisque aujourd'hui, la Chine ne se contente plus d'être l'atelier du monde, mais depuis les années 2000, on va dire, l'économie chinoise s'est considérablement diversifiée, et elle ne se contente plus d'être une économie basée sur l'assemblage de la production industrielle. La Chine a aussi considérablement investi dans les nouvelles technologies, dans l'aérospatiale, dans l'industrie nucléaire. Tout ça fait que la Chine aujourd'hui ne se contente plus d'être un pays atelier. Elle est montée en gamme, si je puis dire. Et ça aussi, ça fait un atout de plus à cette puissance économique chinoise. Voilà pour la troisième question. Ensuite, la quatrième et dernière question, je vous demandais quels sont les atouts de la Chine par rapport au Japon. Alors, on pouvait dire que la Chine possède une diaspora. La diaspora, je vous ai mis la définition sur la page du cours dans Pronote. Retenez que ça signifie, c'est un terme d'origine grecque qui signifie dispersion. La première dispersion, la première diaspora, pardon, qu'on a étudiée à travers l'histoire, c'est la diaspora juive, qui partit donc de la terre promise aux Hébreux d'après les textes sacrés, eh bien, a été obligé de quitter sa terre d'origine pour se disperser dans tout le bassin méditerranéen. Cette diaspora juive existe toujours à l'heure actuelle, mais à l'heure actuelle, d'autres peuples ont été contraints aussi de force ou par choix de quitter leur pays, en partie, une partie de ce peuple. Et donc, à partir du moment où un peuple donc, se disperse dans plusieurs pays, mais garde un lien entre ses membres, on parle de diaspora. Donc, voilà, il y a de nombreuses diasporas à l'heure actuelle dans le monde, mais la diaspora chinoise est l'une des plus nombreuses. C'est plus de 50 millions de Chinois qui sont disséminés dans plus de 150 pays et qui gardent entre eux un lien culturel, affectif, économique très important. Ça, c'est un atout donc, que n'ont pas les Japonais. La force militaire de la Chine aussi, vous le savez, la Chine possède la bombe nucléaire, ce qui n'est pas le cas du Japon. Sa superficie, plus de 9 millions de kilomètres carrés, c'est la quatrième superficie, le quatrième pays le plus vaste au monde, après la Russie, le Canada et les États-Unis. Le Japon est un pays beaucoup plus petit, puisque le Japon c'est à peu près la moitié de la superficie de la France, donc il n'y a pas photo si je puis dire.
Voilà, autant d'atouts que possède la Chine et que ne possède pas et que ne possédera jamais le Japon, notamment la superficie de son territoire. Alors on en vient à la trace écrite, donc à partir de toutes ces questions, on sait un peu comment se manifeste aujourd'hui la puissance économique et de la Chine et du Japon. Donc je vous propose la trace écrite suivante. Le Japon et la Chine constituent les deux pôles principaux de l'économie asiatique. Le Japon est le pays du continent le plus anciennement industrialisé. Il reste le pays le plus riche, le plus développé. Vous pouvez préciser que le niveau de vie moyen d'un Japonais est environ 3 fois plus élevé que celui d'un Chinois. Donc c'est le pays le plus développé, c'est le pays le plus avancé technologiquement, on l'a vu dans les questions. Mais son économie connaît depuis la fin du XXe siècle une certaine stagnation. La Chine, de son côté, connaît depuis une trentaine d'années une ascension spectaculaire. Elle repose notamment sur l'industrie et sur l'énormité de sa main-d'œuvre. La spécialisation dans les fonctions d'assemblage a valu à la Chine le surnom d'atelier du monde. Le ralentissement économique du pays depuis le début des années 2010 n'a pas remis en cause son émergence, grâce notamment, comme nous l'avons dit tout à l'heure à l'oral, à la diversification de son industrie. Outre cette économie florissante, on pourrait dire, le pays dispose d'atouts diversifiés, la force de dissuasion nucléaire. Je vous rappelle que la Chine appartient au club très fermé des puissances nucléaires. La diaspora chinoise, on en a parlé, 50 millions de Chinois outre-mer qui sont dispersés dans environ 150 pays. Et la population la plus nombreuse de la planète, avec 1,4 milliard d'habitants environ. Et population très nombreuse qui habite sur le pays qui est le quatrième, le pays le plus vaste du monde, je l'ai dit, après la Russie, le Canada et les États-Unis. La Chine est donc une puissance complète, disposant d'atouts que ne possède pas le Japon. Voilà ce qu'on pouvait dire en termes de traces écrites. Je vous souhaite une bonne journée, portez-vous bien. Tous les jours donc sur les créneaux d'histoire géo, je tenterai de vous donner un travail à faire. À chaque fois, donc ce travail sera à faire pour le cours d'après. Sur le cours d'après, vous aurez la correction et vous aurez une trace écrite qui sera expliquée à l'oral, comme je viens de le faire ici, pour vous permettre de suivre un minimum le programme de fin d'année jusqu'à la reprise espérée. En attendant, vous avez tous mon adresse mail. Je vous la redonne si certains l'ont oublié. Je vous rappelle que vous aviez un travail à me rendre aussi pour vendredi. J'ai pas fait le décompte encore des élèves qui ne me l'ont pas envoyé. Mais sachez que, au vu de la situation exceptionnelle, je corrigerai même les devoirs en retard, y compris ce qui m'arrive aujourd'hui, en bien sûr les pénalisant d'une pénalité qui sera un peu moins importante qu'en temps normal, vu la situation, je l'ai dit. Vous n'hésitez pas donc à m'envoyer ce travail sur mon adresse personnelle psenegas44@hotmail.fr. Vous pouvez à cette adresse aussi me poser des questions si vraiment vous avez quelque chose qui vous gêne par rapport à la leçon, bien sûr. Essayez de ne pas quand même multiplier les mails parce que j'ai 6 classes en tout, donc pour une moyenne d'une trentaine d'élèves. Donc voilà, je fais appel à votre sens de la modération pour ne pas inonder ma boîte mail de messages, mais n'hésitez pas, si vraiment vous avez un problème ou une question, je suis là pour ça. Voilà, j'essaierai de vous répondre dans les plus brefs délais. Bon, après, voilà, on fait ce qu'on peut. Sur ce, je vous
vous souhaite à nouveau donc une bonne journée ou une bonne soirée, je ne sais pas quand vous regarderez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt, et voilà, en espérant que vous vous porterez bien. Au revoir.